La croissance inclusive, c'est une notion qui a été développée dans les milieux de la recherche économique autour de la Banque mondiale depuis une quinzaine d'années et qui propose en fait une plus juste répartition, une répartition plus équitable de la richesse produite dans la chaîne de valeur. En fait, c'est une notion qui est assez simple, qui paraît assez évidente, mais dont on s'aperçoit que dans beaucoup de domaines, elle n'est absolument pas respectée. Ce concept est pertinent dans la transition écologique, dans la mesure où aujourd'hui l'hyperconcentration et la production de richesse et surtout la méthode de travail des promoteurs qui travaillent essentiellement dans les logiques de one-shot ne s'intéressent pas à des notions de coût global, par exemple, d'un édifice, c'est-à-dire des conséquences que ça peut avoir en termes de dépenses énergétiques, typiquement, ou de bilan carbone, et ils ne s'intéressent pas non plus à la dimension de la durée, de la grande durée et du coût social, finalement, que peut représenter aujourd'hui une opération immobilière. On voit, par exemple, les grands ensembles dans les années 70 n'ont pas été conçus avec cette idée du coût global et encore moins avec celle du coût social. Or, si cette notion avait été prise en compte, c'est-à-dire si on avait pris en compte effectivement l'utilisateur final dans cette répartition de la chaîne de valeur, eh bien on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui de la désintégration de ces quartiers. Alors oui, il y a un lien entre création de valeur et coût parce qu'il y a une balance en réalité que l'on voit entre le coût d'investissement et le coût d'exploitation, comme dans tout investissement d'ailleurs. On voit bien qu'en matière immobilière, bien souvent, il faut admettre d'augmenter le coût d'investissement au départ, justement pour que derrière, on ait un coût d'exploitation et même un coût, encore une fois, global et coût social à long terme qui soit moins élevé pour la collectivité. Aujourd'hui, le dispositif fait que l'essentiel du coût, finalement, est reporté sur la collectivité. L'idée en fait de transition écologique implique, de mon point de vue, un certain nombre d'évolutions méthodologiques. En particulier, puisqu'on a des exigences plus grandes en termes de bilan carbone, on a des exigences plus grandes en termes de réduction de l'utilisation des ressources, d'énergie ou de l'eau, ça implique effectivement d'avoir des nouvelles technologies qui sont mises en place. Ces nouvelles technologies, ça implique parfois des nouveaux acteurs, ça implique davantage de moyens sur la conception technique, parce qu'effectivement c'est ce qui va permettre en fait d'avoir cette évolution écologique des édifices, et ça implique d'une certaine manière un changement d'habitude, des changements d'habitude dans le rôle que chacun des acteurs que j'ai cités précédemment dans son intervention dans le processus de production. Et c'est vrai que ça implique peut-être davantage de moyens donnés à la conception, peut-être davantage de moyens donnés aussi sur le chantier, pas forcément des moyens économiques, mais au moins des moyens technologiques. Donc ça implique de revisiter d'une certaine manière toute la chaîne de valeur. Ça réinterroge d'une certaine manière, puisque c'est une évolution peut-être du rôle de chacun, ça réinterroge également la répartition de cette valeur ajoutée, puisque on voit bien qu'il faut mettre davantage de moyens sur la construction, tout en faisant en sorte que le prix n'augmente pas. Donc ça veut dire mettre davantage de moyens sur la conception pour faire en sorte d'avoir des bâtiments qui sont plus performants écologiquement. Donc ça implique effectivement une prise finalement de conscience de chacun des acteurs pour faire évoluer, je dirais, la répartition de la valeur ajoutée en proportion des moyens qui sont mis par chacun. Il y a des nouveaux enjeux pour cette chaîne de valeur dans la mesure où ça donne, en fait, ça implique un plus grand investissement d'une certaine manière, notamment dans la conception. On voit bien à quel point aujourd'hui même les architectes non seulement doivent revenir au centre de la conception technique, mais également d'une certaine manière du sens économique des projets qu'ils réalisent, parce que si l'architecte fait un projet qui est irréaliste d'un point de vue économique, il n'a aucune chance d'aboutir. Si l'architecte fait un projet qui est irréaliste dans le coût d'entretien qu'il y aura dans les années après la livraison, le projet n'aboutira pas non plus. Ça veut dire aussi que pour les promoteurs, il y a une nécessité d'une plus grande prise de conscience en fait de ce qu'on appelle le coût global, c'est-à-dire de ne pas concevoir uniquement une opération comme un one-shot, mais d'aller plus loin dans l'accompagnement des habitants tout au long de la vie d'un édifice après sa livraison. En tant que professeur à l'école d'architecture, il nous paraît maintenant absolument essentiel de faire en sorte que les étudiants puissent avoir des informations supplémentaires sur leur rôle en fait en tant qu'acteur social, ça c'est une chose, mais également en tant qu'acteur économique. Et c'est très important que les futurs architectes aient conscience effectivement que ce qu'ils décident au moment où ils font un projet, en fait, a des conséquences économiques majeures pour eux d'abord en tant qu'architectes, mais également pour toute cette chaîne de production et pour les utilisateurs finaux. Alors pour moi, être membre du comité scientifique de la chaire, c'est absolument essentiel parce que c'est la première fois, je crois, qu'une école d'architecture, l'école d'architecture de Paris-Malaquais où j'enseigne, devient partenaire d'une chaire qui parle d'économie. Et je pense que c'est vraiment cette première-là qui nous
D'abord qui nous permet au sein de l'école de faire venir des compétences que nous n'aurions pas pu faire venir s'il n'y avait pas cette présence de l'école au comité scientifique de la chaire, mais ça permet également de faire prendre conscience à tous nos collègues de l'importance de ce que l'on manipule en l'espèce. En tant que président du Conseil national des écoles d'architecture, nous travaillons avec le ministère de la Culture pour l'évolution des programmes des écoles d'architecture. On peut dire que Paris-Malaquais avec la chaire est un peu une opération pilote, puisque l'idée c'est d'introduire dans les programmes nationaux ces notions d'économie que nous avons développées avec la chaire. Alors l'économie de l'architecture, c'est une matière donc tout à fait nouvelle. Je pense qu'il y a quelques années encore, les architectes étaient incapables de penser qu'ils étaient des acteurs économiques. Ils pouvaient penser qu'ils étaient des acteurs sociaux, des formes de médiateurs, mais des acteurs économiques, certainement pas. Or, l'expérience montre que la production architecturale a un impact économique de fait dans la vie des gens, dans les coûts sociaux. Et donc qu'aujourd'hui, en fait, on parle d'économie de l'architecture implique que l'on réfléchisse finalement à quelle est réellement la valeur ajoutée de l'architecte dans le processus de production du cadre bâti et comment on quantifie et comment on évalue cette valeur ajoutée. Alors nous sommes tout particulièrement ravis d'avoir pu accueillir, grâce à la chaire, le professeur Ingrid Nappi, puisque c'est comme elle qui a été la pionnière en France de la notion aussi d'économie de l'architecture. Et c'est grâce à elle, effectivement, que nous avons ces nouveaux apports dans le cadre de cours théoriques, dans le cadre d'un séminaire et peut-être, j'espère, dans le cadre d'une école doctorale dans les années qui viennent.